Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach à Paris et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Amina Haddadi, fondateur de la société BART dont il va nous parler. Bonjour Amine. Bonjour Eliane, comment ça va? Mais ça va très très bien en ce début d'année. Je te souhaite une excellente année d'ailleurs. Merci beaucoup, à toi On est, aussi. on en est au tout début de l'année. Alors Ouais, Amine, est-ce effectivement. que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a décidé Yes. à te lancer? Alors, là, je vais te donner la vraie réponse pour le coup. Je m'appelle Amine, j'ai 32 ans, je suis le fondateur de BART, qui est une foodtech et une fintech. On a deux axes. Euh, de base, j'ai un profil qui est très financier. J'ai fait du M&A, de la fusion-acquisition, du trading. Et au bout d'un moment, j'ai toujours voulu entreprendre. C'était un rêve d'enfance. J'ai toujours été passionné par capital, etc. quand j'étais petit. Et j'ai toujours voulu entreprendre. Je me suis toujours dit à entreprendre. Et il y a un moment où, dans ma carrière professionnelle en finance, je me suis dit, bah, j'ai un peu fait le tour. Je commence à m'ennuyer et je voyais plus trop l'intérêt de me lever le matin pour aller au travail. Et je me suis dit, bah, c'est le bon moment de pouvoir un peu changer les choses et musculer les choses. Donc, j'ai entrepris. Donc, j'ai essayé de réaliser mon rêve. Donc un rêve qui est né tout jeune. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce rêve? Qu'est-ce qui est, parce que souvent on a des modèles, on a une envie, quelque chose de particulier qui lance cette Ouais, envie. Ouais, pour moi, ça a toujours été les conséquences concrètes de tes actions, entreprendre. On peut dire, je suis le plus intelligent, je suis le plus fort, etc. Mais si tu te combats pas, si tu ne fais pas ton cours pour exercer, pour montrer que tu es le plus intelligent, ça sert à rien. Et donc, pouvoir entreprendre, pour moi, c'est un mix de tout. C'est dire, je suis très sociable, j'arrive à vendre, je sais vendre, je sais réfléchir, je sais et je pense que j'avais envie de combler un peu ça et de me prouver à moi-même que je savais faire ça. Et donc, depuis tout petit, j'ai grandi avec cette idée-là. Et je me suis dit que c'est le moyen le plus concret de prouver ce que tu sais faire à toi et aux autres. Mais déjà, si tu arrives à le prouver à toi-même, c'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas très intéressant, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter du coup les deux Barthes Oui. que tu as créés, s'il te plaît? Oui, alors on a Bar Cantine qui est pour le coup une solution qui répond, qui innove dans le business model des acteurs de la livraison de repas. L'idée est très simple, c'est qu'on a une plateforme qui permet de mettre en relation des collaborateurs d'entreprise à une sélection minutieuse de restaurateurs locaux. Et donc on est ainsi une cantine digitale qui permet donc la livraison groupée directement au travail. Cela permet pour le coup à proposer, à accompagner le restaurateur à reconquérir le marché du midi et avec des frais moins chers que les acteurs traditionnels, à être 40% moins cher à l'utilisateur la livraison, le prix du produit, et surtout de pouvoir faire cela en étant avec des livreurs salariés en CDI chez nous, et donc améliorer cet axe sur la livraison. Donc ça, c'est le premier business. Le deuxième, c'est Bartorder. Et Bartorder est une solution de commande et de paiement par QR code. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter et de pouvoir rendre plus fluide le parcours de commande et de paiement au sein des endroits tels que des stades, des entreprises, des stades, pardon, des stades événementiels, des festivals, salles de cinéma et compagnie. Et aujourd'hui, on est présent au sein de la Défense Arena, au sein du stade de Lille, de Bordeaux. On est en négociation avec le Maroc pour la Coupe du Monde, toutes sortes de choses. D'accord. Alors, effectivement, deux axes particulièrement intéressants. Alors, qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi dans ton parcours entrepreneurial? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Les leçons que tu as Euh, apprises, les choses que tu alors, n'imaginais pas quand tu t'es lancé ouais, et que tu as découvert. plutôt. Alors, ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Typiquement, c'est de se dire que globalement, je savais qu'entreprendre, c'était beaucoup de travail, mais je pensais que c'était de la charge, en Mhm. charge de travail. On me parlait, et je suis un gros bosseur, donc je me disais, bon, c'est pas ça qui me fait peur. Mais non, c'était plus que ça. C'était un peu plus dur que ça, et c'était surtout au niveau de la gestion de mes sentiments, de mes émotions. Et ça a eu un gros impact sur moi, parce que vivre ces émotions au premier degré, ça te fatigue à un point que je peux te dire que c'est pas évident à gérer en fin de journée. En fin de journée, tu es lessivé. Et pour moi, je trouve que une fois que j'ai compris ça, ça a été le premier déclic pour mieux vivre cet entrepreneuriat, prendre les choses avec un peu plus de recul. Et prendre les choses avec un peu plus de recul, c'est être moins fataliste. D'accord. Et donc, ça t'a appris beaucoup de choses, du coup, sur toi-même également. Est-ce que tu dirais que tu as beaucoup changé depuis la création de Bart en tant qu'être humain? Ah, totalement.
physiquement et mentalement. Physiquement, déjà, j'ai de la barbe blanche un peu partout. Et mentalement, ouais, je sens que, bah, j'ai pris confiance en moi parce que pour le coup, c'est ce que je te disais, même quand ça va mal, tu dis tout ce foutoir, excuse-moi pour le terme, je l'ai fait moi-même en fait. Je l'ai fait de mes propres mains. Donc, qu'il soit positif ou négatif, j'ai fait en sorte de développer un produit, de le vendre, de le vendre à des clients, d'avoir des commandes, d'avoir des livreurs qui s'exercent, qui tournent dans Paris. Et pour le coup, tout ça, bah, je l'ai fait moi-même. Alors, que ça se passe bien ou mal, c'est quelque chose, c'est une chose, mais en tout cas, que ça se passe, c'est grâce à moi. Donc, j'ai pris la confiance en moi, bien évidemment, et je sais de quoi je suis capable, de quoi je suis moins capable. Alors, j'ai pas le spectre tout le spectre des possibles, mais en tout cas, sur certains axes, je peux le confirmer. Sur le fait de vendre, sur le fait de pouvoir déployer une stratégie, réfléchir sur une stratégie d'entreprise, tout cela, et ben, aujourd'hui, je peux dire que je sais le faire. Et j'en suis convaincu. Et ensuite, ouais, sur la gestion de mes émotions, écoute, ça m'a permis de pouvoir appréhender mes problèmes de façon différente. Aujourd'hui, j'ai un problème, je réagis de façon mature, je pense. C'est-à-dire que je me pose sur le problème, j'y réfléchis, je pèse le pour et le contre, et je me dis, bon, bah, on va essayer de le régler. Et de toute façon, il ne peut y avoir que des solutions. De toute façon, effectivement, il y aura une solution. Elle sera bonne, elle sera mauvaise, mais elle sera la tienne. Exactement, il faut savoir Elle l'accepter. est Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il ne traversera jamais une situation ou un problème que personne sur cette terre n'a déjà traversé, au moins une fois. Donc la réponse se trouve dans les bouquins, dans les gens autour de toi. Non, c'est pour ça que j'aime beaucoup échanger avec les gens, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, l'échange entre pairs, mais pas simplement entre pairs, parce qu'un regard différent peut être très intéressant. Est-ce qu'il Totalement. est-ce qu'il y a une fausse croyance, une idée reçue dans ton secteur d'activité que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Une croyance. Alors, je crois que j'ai la réponse, mais il me faut le temps de la réflexion. Alors, une croyance qui est vraie, c'est ça, ou que les concurrents estiment vraie, Alors, que le marché ou que estime, le marché estime vrai. que le marché estimerait. Ouais, qu'aujourd'hui, on peut plus se passer de la livraison, dans la restauration notamment, ou pour un club art order, dans le digital. Et je pense que oui, pour la livraison, parce que ça entrait dans une habitude de consommation. On peut remarquer même que de façon fondamentale, il y a des changements structurels. Les architectes construisent des cuisines plus petites parce qu'on cuisine beaucoup moins. On propose de plus en plus de diversité dans l'offre de la restauration parce que du coup, on consomme plus à l'extérieur, donc il faut répondre à cette diversité de l'offre. Et de façon générale, sur un parcours digital, aujourd'hui, bah, le digital, je pensais qu'on était à un stade bien avancé. Et ben, le Covid m'a mis une première claque pour me dire qu'en fait, non. Et deux, j'ai compris qu'en fait, être digital, ce n'est pas seulement avoir une app, mais c'est tout le process qu'il y a derrière, etc. Et quand je vois tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit d'un point de vue avec l'administration, etc., mais peu importe l'entreprise, etc., qu'en fait, on n'est pas encore, on est loin d'avoir tout digitalisé. On est très très loin, effectivement, et il y a encore Totalement. de belles choses à faire. Alors, c'est quoi les prochaines étapes pour BAT? Est-ce que tu peux nous dire en 2024 quels vont être les axes que tu vas suivre? Ouais, bien sûr. Donc, c'est de pouvoir grossir, mais pas grossir n'importe comment. On est ce qu'on appelle des bootstrappers. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça des galériens. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds, tout est autofinancé, on n'a pas beaucoup de budget, et l'idée, c'est de cartonner avec la réflexion. Pour cette année, on a connu une belle année 2023. Quand je dis une belle année, pas en millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en une belle année parce que tout ce qu'on a voulu faire, on a réussi à le concrétiser et ça s'est fait. Et je trouve que c'est déjà énorme. Pour 2024, ce qu'on veut faire, c'est valider nos KPI et pouvoir grossir encore plus dans toute la région parisienne et Paris, sa première couronne. Alors, pour le moment, donc, uniquement l'Île-de-France, une volonté à terme de se déployer peut-être en France, voire plus loin. Totalement, totalement, totalement. Encore une fois, c'est dans le champ des possibles. C'est-à-dire que si on arrive à grossir et à bien satisfaire Paris, sa région, au bout de 6 mois, et ben on ira faire la France directement. Je sais que tous les projets ont énormément de retard, donc c'est pour ça que je me suis dit, d'abord, si on fait en 2024 tout Paris et l'Île-de-France, c'est déjà très très bien pour faire en 2025 le reste de la France. Alors, est-ce que ton conseil, c'est étudier le marché, consolider ses acquis, grandir par la suite, ou c'est autre chose que tu aimerais dire à nos auditeurs? Non, pour moi, la vraie réponse à l'entrepreneuriat là-dessus, c'est surtout construire un produit qui répond à une demande, en fait.
Et aujourd'hui, je le vois souvent, on parle de communauté, que la communauté aujourd'hui permet de rendre le business, l'entrepreneuriat plus facile parce qu'il suffit de demander à des gens qui te ressemblent que, de quoi ils ont besoin et de juste leur accorder ton temps en fait. Donc de construire le temps pour faire ce projet-là. Donc pour moi, l'élément principal, c'est construire un produit qui répond à un besoin. Oui, et Et effectivement. après, bien évidemment, tout le reste, bon, bah, c'est pas évident, mais si on arrive ça, déjà, on a répondu à une belle partie de l'exercice. Et j'adore ce que tu dis parce qu'effectivement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont une idée certainement très intéressante sur un produit et essayent de trouver les clients. Mais ceux qui savent effectivement ce dont ils ont besoin et ce qu'il faut interroger en premier, ce sont les clients. C'est eux qui savent quelle est la direction qu'ils aimeraient que l'entreprise prenne. Donc, j'adore ce que tu Ouais, tout dis. à fait. Et c'est le principe de la communauté. Donc, nous, on l'a vulgarisé en prenant le cas d'influenceurs qui ont des communautés. Mais aujourd'hui, tu peux avoir des entrepreneurs qui ont une communauté aussi parce qu'ils partagent leur histoire et qui font fédérer des gens autour de leur histoire. Et donc, pour le coup, l'idée, c'est vraiment de répondre à un besoin, tout simplement. Je trouve que faut vraiment, dans l'entrepreneuriat, faut simplifier au maximum. La vie est déjà trop compliquée comme ça. Donc, si on ne simplifie pas l'équation, on va se mettre des inconnus un peu partout et on va sentir, et on se noie très, très vite dans un verre à moitié plein. Faut pas se fier aux apparences, hein, vraiment. Surtout quand on se connaît pas. Et moi, je dis souvent, aujourd'hui, on cherche souvent à être quelqu'un avant de se connaître soi-même. Moi, j'essaie de me connaître d'abord soi-même Je pense pour devenir qu'effectivement, c'est quelqu'un. fondamental. Connaître ses Voilà. forces, comment connaître ses faiblesses. Alors, du Voilà. coup, on parle de communauté. Donc là, on parlait de communauté de clients. Est-ce que tu dirais que entreprendre, c'est aussi construire une communauté, donc avec une équipe qui va porter le projet, qui partage les valeurs, partager la vision? Totalement. Moi, je dis souvent, lorsque je n'arrive pas à répondre à la question du comment, genre comment on peut avoir plus de clients, comment on peut convertir plus facilement nos utilisateurs, etc., je le remplace par qui, cette question-là. Et, et, et avoir la prétention de dire on sait tout faire, un, c'est faux, et deux, dans ce cas-là, fais et fait sans passer par autrui en lui disant quoi faire en fait. Et je t'assure que c'est pas évident. Donc je pense que, et j'en suis sûr que un des clés de la réussite, une des clés de la réussite, c'est vraiment l'équipe et avoir des caractères un peu différents, c'est bien aussi parce que, comme je te disais, on appréhende la peur d'une manière différente, on appréhende la honte d'une manière différente, et tout ce que moi je vais dramatiser, il y en a un autre qui va pouvoir le dédramatiser et me dire ah oui c'est vrai en fait, parce que parfois c'est juste un changement de perspective, hein, c'est un changement d'angle. Hein. C'est-à-dire, le ridicule ne tue pas, ok, peut-être, mais effectivement, quand tu fais des sessions de cold call, en fait, appeler 50 personnes que tu connais pas, qui n'ont même pas retenu ton prénom et qui n'ont jamais entendu parler de toi, c'est pas la fin du monde. Et quand on te le dit comme ça, tu dédramatises vachement. Oui, effectivement, Euh, prendre de la hauteur. avec une équipe, on va plus loin. Et alors, effectivement, je te rejoins complètement avec des compétences, mais surtout des caractéristiques, donc des caractères qui sont différents. Ça permet effectivement de mettre sur scène celui qui se sent à l'aise dans ce rôle-là, et puis à la préparation, quelqu'un qui va être plutôt introverti et totalement apte à tout organiser et à tout planifier, mais qui se sentirait moins à l'aise, par exemple, sur scène. Exactement. C'est une sorte de garde-fou. Chacun représente avec son caractère et sa personne, ouais, une sorte de garde-fou. À partir du moment où on se connaît, on peut le faire. Mais ça part Totalement. effectivement de cela au début. Totalement. Euh, Totalement. Et c'est un peu aussi, pardon, c'est un peu aussi ce que j'essaie de transmettre en tant qu'entrepreneur avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est de pouvoir justement les accompagner sur ça, dans le sens où moi, ce que je reprochais quand je travaillais, c'est que j'avais beau avoir des idées, etc. Et ben, on était tellement dans une grosse machine que bah, pour le coup, les mettre en application, c'était très compliqué. Et on ne demandait pas de changer les choses, on demandait juste de faire les choses que tu avais l'habitude de faire ou que tu fais en daily parce que tu es, comme une sorte d'écrou dans toute la chaîne. Moi, ce que j'essaie de faire, et c'est là où je me suis un peu fané, je dirais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'apporter cette diversité aux personnes autour de moi. Et tu peux être un très bon vendeur et attiré par la vente, mais au bout d'un moment, tu peux en avoir marre et vouloir voir autre chose. Et je pense qu'il faut nourrir cette curiosité au cœur des personnes. pour moi, alors je te rejoins là aussi complètement. On est vraiment en phase, Amina. C'est Ah, pas l'entreprise. sûr. L'entreprise, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu qui permet aux gens de grandir. Et pour cela, il faut qu'ils aient effectivement un espace de liberté. Et celui qui est garant de cet espace de liberté, mais qui est également le garde-fou, bah, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est à la tête de l'entreprise.
Mais totalement, on y passe 5 jours par semaine. Je veux dire, moi, j'ai connu une période de ma carrière pro où lundi, je comptais les jours pour arriver au vendredi. Ça n'a Ouais. pas de sens, en fait. Et il y a Ça n'a beaucoup pas de de sens. gens dans cette. Parce que c'est comme ça pendant longtemps. Quand je vois d'un point de vue politique ce qui se passe, eh ben, je me dis, bah, effectivement, en fait, moi, à mon tour, ce sera 70 ans à la retraite. Donc, en fait, il faut vraiment. On me le dit souvent quand j'étais jeune. Certains entrepreneurs m'ont dit, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, fais un métier que tu aimes, tu n'auras jamais à travailler. Et je ne comprenais pas. Parce que j'ai fait un métier pour de l'argent, j'ai fait un métier pas, par- pas pour être parce que je suis matérialiste, mais parce que je voulais vivre un certain confort, en fait. Tout simplement, ne pas me poser des questions du quotidien, pas forcément en ayant des milliers et des cents, jetant l'argent par les fenêtres, mais en me disant à la fin du mois, je n'ai pas à me poser la question. Et ben, malgré ça, je peux te dire que franchement, quand tu n'aimes pas ton métier ou quand tu ne le fais pas par passion, et ben, tu ne vois que les mauvais côtés. Oui, tout à fait. J'ai un ami qui m'avait dit, beaucoup plus jeune, mais je ne comprends pas ceux qui restent dans des postes qui ne leur plaît pas et qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Ce ne sont pas des arbres. Tu n'es pas un arbre, bouge. Et j'avais trouvé ça Ouais, très percutant. mais c'est vraiment ça. Mais l'arbre, une fois que tu es enraciné, c'est très dur de l'enlever. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et effectivement, on n'est pas des arbres, mais on aime bien être un peu comme un arbre, dans le sens où pendant longtemps, on te met quand même dans un système scolaire qui te dit quoi faire tous les matins, toute la journée. Ensuite, tu enchaînes un stage, on te dit quoi faire. Et ensuite, tu enchaînes au travail, on te dit quoi faire. Et la première chose que quand tu entreprends, c'est que tu te réveilles le premier jour, le lendemain de ta démission, et tu te dis, je fais quoi? Par quoi je commence? Et déjà, tu te rends compte que cette question-là, elle est très, très dure. Donc, en faire ton quotidien, c'est pas évident. Déjà, C'est rien un que ça, c'est pas challenge évident. qui n'est pas donné à tout le monde et ça ne correspond d'ailleurs pas effectivement à tout le monde. Et en se connaissant, on sait justement si c'est la voie qu'on veut prendre ou qu'on ne veut pas prendre. Alors, on va Exactement. faire un exercice un peu difficile, Amine. On va monter dans une machine à remonter le temps et on va te Ouais, rencontrer adolescent à la sortie de cette machine. Est-ce qu'il y a un ouais. conseil que tu aimerais donner au jeune Amine? Ouais, croire en moi beaucoup plus tôt Oui, et me lancer beaucoup plus tôt. En fait, j'ai vécu, je crois, ce qui m'a vraiment changé un peu ma perspective, c'est me dire personne n'est doué dans quelque chose. Alors, on a tous un don, bien évidemment, parfois, à droite à gauche, soit on le développe ou pas, mais c'est pas un don qui suffit pour réussir. non, Les footballeurs, c'est pas que jouer au foot. Parce non. que être bon, ça suffit pas. C'est de l'entraînement, c'est de l'abnégation, c'est de la discipline, c'est tout ça. Et que du coup, au final, tu peux un peu faire ce que tu aimes et devenir le meilleur là-dessus. Et à partir de là, je pense que j'aurais entrepris beaucoup plus tôt. Et j'aurais moins accordé, tu vois. Mais ce que je te disais, on a un peu la génération, les fesses entre deux chaises, entre guillemets, et on est un peu entre, bah, faut travailler pour avoir un bon nom sur son CV, parce que c'est nos parents qui nous transmettent ça, faut avoir son premier appart, faut pouvoir au moins poser les bases. Et en fait, je trouve que les bases, vraiment, c'est pas ça. Les bases, c'est se connaître sa soi, parce que après, Après, on sait quelle est la vie qu'on veut avoir. ouais, ouais, là même, on peut disparaître à 40 ans et c'est pas à 40 ans, quand on aura disparu à 40 ans ou à 35 ans. Je dis ça dans le sens où on peut disparaître jeune et avoir un appart. C'est pas ce qui t'aura aidé dans la vie. Ce qui t'aura aidé, c'est de connaître toi-même, en fait. Donc, j'aurais aimé attaquer ce chantier, entre guillemets, un peu plus tôt. Parce que c'est le travail d'une vie, hein. Oui, tout à C'est pas fait. le travail qu'on fait de façon temporaire. C'est le travail d'une vie et plus tu le commences tôt et plus tu apprends à te connaître plus tôt et plus tu arrives à être épanoui plus tôt. Et donc, et moins tu es impacté par tout ce qui se passe autour de toi. Tous les réseaux sociaux, tu sais, tous ceux qui vendent du rêve alors qu'il n'existe pas, hein, parce que sous prétexte qu'ils sont allés une fois en vacances, etc., etc. Mais aujourd'hui, on est tellement là-dedans qu'on a l'impression que c'est vrai, alors que non. Et le Oui. plus important, et du coup, et je trouve que ça impacte aussi personnellement les gens, bah, lui, il est en vacances, moi, je peux pas m'offrir des vacances, etc., etc. Et en fait, quand tu apprends à te connaître toi-même, ton enjeu est beaucoup plus grand que ça. Oui, ça dépasse complètement ça. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on a tous des talents, des dons, des talents qui nous sont personnels. Et si on ne les travaille pas, ça ne restera qu'un talent qui, à un moment, était un peu plus fort, mais ça ne deviendra pas une force. Et j'aime beaucoup ce qui se passe C'est ce que j'appelle actuellement. faner. Oui, c'est C'est ça. vraiment ce que j'appelle faner. Oui. C'est que, et en fait, ton talent, ouais, au bout d'un moment, tu travailles plus parce que tu es dégoûté. Et je trouve que tu es dégoûté aussi parce que même si tu as une petite étincelle, et ben, rares sont les personnes qui vont t'aider à en faire du feu. Oui, oui, Tu vois, on va pas t'accompagner, t'accorder du temps, et tu peux en vouloir à personne parce que la vie, encore une fois, est tellement compliquée à droite à gauche, il y a tellement de choses à faire, personnellement et professionnellement parlant, pour chacun de soi, que tu peux pas accorder du temps tout le temps à tout le monde. Mais moi, je pense que c'est important.
Parce que si tu accordes du temps aux gens, et ben, les gens t'accorderont du temps aussi et tu pourras aller encore plus loin que ce que tu aurais pu faire tout seul. Donc vraiment, c'est ce que j'essaie d'apporter. Oui. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avoir du temps et discuter avec les gens, ça apporte effectivement des prismes qui sont différents. Et j'aime beaucoup ce qui se passe actuellement où on est vraiment sur le travail des points forts plutôt que de travailler les points faibles. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Travaillez vos points faibles pour avoir des notes correctes, sinon vous ne passerez pas dans la classe supérieure ou l'examen que vous avez. Alors que en travaillant son point faible, au mieux, on va devenir moyen, alors qu'en travaillant sur ces points forts, alors à ce moment-là, on va en faire de véritables forces et véritablement des choses sur lesquelles on pourra s'appuyer. Tout à fait. Et moi, je trouve que l'école, c'est encore plus que ça, c'est qu'on te note sur les points faibles en fonction des autres et que du coup, on te pointe du doigt là où tu es faible. Mais en fait, là où tu es faible, c'est là où ça ne t'intéresse pas, ou c'est là où tu n'as pas très bien compris, ou c'est là, tu vois, et on ne donne pas ce temps-là aux élèves pour leur dire, bah, essayez de comprendre différemment. Parce que du coup, on est beaucoup en classe, il y a un planning, le métier de professeur ou de maître, c'est pas évident. Donc tout ça fait que je trouve que le workflow, je trouve qu'il est pas bon. Il serait à revoir, je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, ouais, il Alors, faudrait le revoir. une dernière question, Amine. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, ça te permet de partir dans la direction qui t'intéresse. Je crois que j'ai simplement le temps de la réflexion, mais une question que j'aurais aimé que tu me poses. Non, je pense qu'on a, franchement, je pense qu'on a englobé un peu le tout. Je pense que j'ai beaucoup de valeur ajoutée aujourd'hui sur la partie aussi commerciale, prospection, comment faire décoller une boîte. Donc, pour le coup, la réponse, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il faut prendre toutes les méthodes, les essayer une par une. Et si tu avais une question que tu aurais dû me poser, que j'aurais aimé que tu me poses, ça aurait été celle-ci, hein, avec un aspect un peu plus actionnable, je dirais, un conseil un peu plus actionnable. Et ouais, se dire que il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de bonne manière de faire et qu'il faut prendre toutes les méthodes sur un axe, genre la vente, prendre toutes les méthodes de vente, le code coding, l'emailing, etc., les tester et savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Et encore une fois, j'insiste dessus, il n'y a pas de bonne réponse. Vraiment, il n'y a aucune bonne réponse. Il n'y a aucune bonne réponse. Il n'y a personne qui va venir qui va dire il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, faut pas hésiter à tenter, 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 tenter. Et c'est pas des échecs. Vraiment, c'est pas des échecs. C'est juste tenter. C'est pas des échecs. Nous, on voit ça comme un échec, mais c'est un échec. C'est juste une expérience dont on tire des Et leçons, totalement. des apprentissages et on devient meilleur au fur et à mesure du temps, effectivement. Ouais, mais même, c'est la vie, c'est comme ça. Genre, nous, on a voulu mettre un nom, le classifier, faire quelque chose de ça. Non, il n'y a pas de. C'est c'est la vie, c'est comme ça. On a d'abord commencé par tenter et essayer avant de se dire, voilà le bon chemin. Et on a tendance à l'oublier parfois. Et la preuve, c'est on a tous appris à marcher. Quand on n'en était pas encore à ce stade-là, certains se déplaçaient sur le ventre, d'autres sur les fesses, et on a tous expérimenté différentes façons pour se mettre debout. Et est-ce que tu notes la manière dont tu encourages un bébé lorsqu'il marche? Je te raconte ça parce que moi, j'ai une petite fille qui a 2 ans. Est-ce que tu notes la manière dont tu encourages ta petite fille quand elle tombe et qu'elle se relève et comment tu es dur avec toi-même lorsque tu vis un échec en guillemets? Et je trouve que vraiment, on est contre-intuitif tout au long de notre vie, tu vois. Donc voilà, Effectivement. Merci beaucoup, Amine, de ton c'est temps, de moi qui te ce beau remercie. témoignage. On mettra dans le descriptif, bien entendu, tous les liens pour te retrouver. Et puis, chers Canon. amis auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, Amine. Au revoir.